Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 36 de Light. C'est encore une fois un honneur et un plaisir de pouvoir se retrouver en ce lundi matin. Je le rappelle, l'objectif du podcast est simple, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Donc si tu es nouveau parmi nous, je tiens à te souhaiter la bienvenue dans ce navire. Et si tu fais partie des gens qui écoutent avec assiduité, je tiens à te dire merci et ça fait plaisir de savoir que chaque semaine, tu continues à écouter les podcasts parce que tu y trouves quelque chose, un petit peu de terreau, un petit peu d'eau, ce genre de choses qui permettent justement un peu de floraison. Et encore, hein, dites-vous que là, on est que en hiver, mais quand on va approcher le printemps et même voir l'été, je vais commencer à avoir des fleurs partout chez certains d'entre vous, ça va être magnifique. Pour les grandes idées de cette semaine, il n'y en aura pas 5, mais seulement 4. Pour commencer, on va parler d'Aristote, ainsi que des limites de la raison. En ce moment, je suis en train de lire l'éthique de Nicomaque. C'est plutôt intéressant, ça traite de la vertu, du bonheur. Ce que j'aime bien avec Aristote, c'est que en réalité, je trouve que c'est pas trop compliqué à lire, ce qui est plutôt cool. Mais bon, bref, là, on va parler quand même davantage de la raison ainsi que de la logique, parce que Aristote est connu pour ça. Et des limites, justement, j'ai pas mal de trucs à dire à ce sujet. En 2, on verra 5 paradoxes autour de la vie que j'aime bien et que je trouve intéressant. En 3, on verra le sophisme du whisky. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou jamais, mais c'est beaucoup utilisé en politique notamment, comme la plupart des sophismes, hein, comme on s'en doute. Et en 4, on verra le problème, enfin le nouveau problème du business en ligne. Un truc, selon moi, qui émerge, qui prend de plus en plus de place, dont il va falloir peut-être pas se méfier, mais dont il va falloir être vigilant et potentiellement apporter des solutions. Bref, avant qu'on attaque le plan de semaine, j'ai une grande annonce qui est que je viens de réouvrir 4 places dans mon mentorat. Je l'avais annoncé il y a un peu plus d'un mois que j'avais décidé de lancer ça. Au début, il y avait seulement 3 places qui se sont remplies assez rapidement. Et ça s'est plutôt bien passé parce que tout le mois précédent, j'ai fait les coachings parce que le mentorat inclut un appel par semaine pendant 4 semaines. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai eu l'impression de vraiment pouvoir être utile. Donc j'ai décidé de relancer. Si tu penses que je peux te guider et te suivre au mieux dans ton évolution et tu estimes que je pourrais être la bonne personne, je t'invite à aller voir le premier lien en bio sous ce podcast, qui est donc la page pour rejoindre le mentorat. Un appel par semaine, t'as aussi accès à mon WhatsApp, donc quand t'as des questions, on peut échanger sans problème. Et je n'hésite pas non plus à te remettre en relation, si j'estime que c'est pertinent, avec des gens de mon réseau. Ça s'est vraiment bien passé la première session, donc c'est reparti. Il y a 4 nouvelles places, ne tarde pas trop si ça t'intéresse. On attaque donc le plan de semaine et ensuite on ira sur Aristote. Je vais passer assez vite sur le plan de semaine parce que avec du recul, je pense que c'est quand même c'est pas la partie la plus intéressante. On va dire que c'est un moyen de rentrer tranquillement dans le vif du sujet, mais je pense pas qu'il faille s'éterniser dessus. Bon, au niveau de la downlist, il y a eu 3 running, une séance de muscu, un bain froid. Je suis allé à Cassis, à Marseille, en début de semaine aussi, c'était plutôt sympa. Je connaissais pas trop le coin, donc j'ai pu un peu visiter. J'ai quasiment fini d'écrire une nouvelle vidéo YouTube. J'ai eu un appel avec Eric Flag, plutôt sympa, qui a duré environ 30 minutes. Je suis sorti, j'ai commencé à filmer parce que je vous en avais parlé, comme quoi j'avais envie de tester un nouveau format, etc. Donc, une après-midi, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à essayer de filmer des choses. Mais j'avoue que c'était plutôt laborieux et en ce moment, je suis pas mal frustré parce que je, au niveau créatif, en tout cas, j'essaye et je tente des choses, mais j'ai du mal à aboutir. Même dans l'écriture, je me trouve, j'ai du mal en fait. J'ai un petit peu de mal. Bref. Bon, les KPI. Mon temps d'écran n'a pas du tout marché. Je sais pas ce qui se passe. Il bug. Il s'est arrêté sur mon téléphone. Je dois avoir genre 10 minutes par jour, même pas. Mais c'est parce que c'est un bug en fait. Je crois que ça ne comptabilise plus. Ça comptabilise que genre Safari ou un autre truc et les photos. Je sais pas. Bon bref. Et j'ai plus le temps d'écran de WhatsApp, etc.
à résoudre. Et au niveau de la stratégie, bon bref, on va passer cette semaine, j'ai pas trop envie de m'éterniser sur ça, mais en tout cas, c'est pas pour autant que j'ai passé une mauvaise semaine, loin de là, c'est juste que on a un petit peu moins de choses à raconter. Aristote. Bon, let's go. Aristote. Alors, Aristote, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains, il est un peu considéré comme le philosophe de la Grèce antique, avant même Platon, Socrate ou encore Épictète. Parce que déjà, il a été extrêmement prolifique. Il a écrit plus de 100 ouvrages, ce qui est immense, sachant on les a pas tous retrouvés, c'est ça le pire. Et vraiment, il y a une forme de pertinence qui fait qu'encore aujourd'hui on l'étudie, bon comme les autres bien sûr, mais Aristote d'autant plus, et qu'il a été au fondement de beaucoup de choses qui font partie aujourd'hui de notre quotidien, notamment de ce que ça signifie être logique et d'utiliser une forme de logique. C'était l'élève de Platon à l'académie, et par la suite Aristote lui il va créer le lycée. Donc, peut-être un truc dont vous avez vaguement entendu parler. C'est lui, ça vient d'Aristote. Ça vient d'Aristote, ouais. Et bref, là, moi, ce que je suis en train de lire, c'est, comme je l'ai dit, davantage à propos du bonheur. Aristote, il est connu pour ses travaux sur la vertu, notamment à propos du juste milieu. Donc, il parle beaucoup de ça, là, sur ce que je suis en train de lire. Par exemple, là, j'ai un truc que j'avais surligné. Ainsi donc, la tempérance et le courage se trouvent ruinés par l'excès ou par une pratique insuffisante, tandis que la modération les conserve. Ouais, il est très dans cette vision, Aristote, de la vertu à propos de la justesse, de la modération, etc. Mais j'ai aussi, cette semaine, écouté un podcast du précepteur sur Aristote et sur la logique, dans lequel il explique quelque chose de très intéressant, notamment que Aristote a mis au point 3 principes pour savoir si quelque chose tient d'un raisonnement logique ou pas. La première chose, c'est ce qu'on appelle le principe d'identité. C'est un truc extrêmement simple qui signifie que A égale A. Donc, un café, c'est un café. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a le principe de non-contradiction. Le contraire de noir en logique, c'est tout ce qui n'est pas noir. Et c'est pas blanc, c'est, en gros, si c'est ça, enfin, c'est pas exactement la même chose, non. En gros, le contraire donc de noir, c'est tout ce qui n'est pas noir. Pareil, ça semble être plutôt logique, pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, il y a un dernier principe qui est celui du principe de tiers exclu. Soit une chose, elle est A, soit elle est non A, mais elle n'est pas entre les deux en fait. Pareil, ça semble extrêmement logique et c'est normal, c'est le but. Je vous invite, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, à écouter le podcast du précepteur, parce que je n'irai pas dans ce niveau de détail, parce que j'en suis très sincèrement pas capable. Mais si vous voulez aller plus loin et creuser le sujet, n'hésitez pas. Et bref, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, la logique, elle repose, alors ça va être dit compliqué, mais je vais l'expliciter après, sur une métaphysique de l'être, c'est-à-dire de la fixation dans un état. En gros, à partir du moment où on utilise la logique, nous sommes obligés de figer les choses. Par exemple, si on revient sur le principe d'identité, et que je prends 2 objets identiques, en logique, on va dire que A égale A. Sauf que le problème, c'est qu'on sait, notamment avec Héraclite et cette fameuse citation, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Bon, c'est exactement pareil avec les choses en fait. Il y a pas de choses qui sont identiques. Donc les éléments de comparaison sont dès le départ biaisés. Et pour avoir un raisonnement logique, il faut qu'on fige cet état. Sinon, ça marche pas. Parce que sinon, il y a une évolution et donc, on n'est plus capable de contrôler les variables. Et donc, la logique, dans un monde qui change en permanence, n'est pas de la logique. On peut faire des mathématiques parce qu'elles figent le réel avec des calculs, avec des inconnus, etc. Ça marche très bien. Et pour faire des mathématiques, il faut avoir un esprit logico-mathématique plutôt performant. Sauf que, la vie et le réel ne permet pas d'exercer justement, comme le définit Aristote et comme aujourd'hui on le définit encore, un raisonnement logique. Parce que nous sommes face à
des choses qui sont en perpétuel mouvement. Le précepteur, dans sa vidéo, il donne un exemple que j'adore, et on va essayer de répondre à cette question. Si A est plus grand que B, et que B est plus grand que C, est-ce que A est alors plus grand que C? La réponse est oui. A, en effet, est plus grand que C. Malheureusement, je ne peux pas l'affirmer. Pourquoi? Parce que en fait, le raisonnement est bon, il n'y a pas de souci, la logique est bonne, mais pour pouvoir l'affirmer, il faudrait qu'effectivement, je vérifie que A soit bien plus grand que B. Autrement dit, le postulat de départ est à vérifier. Et c'est là où on a une distinction qui est très très importante et à mon goût très très intéressante. C'est la différence entre la vérité et la validité. La logique n'est pas un gage de vérité, mais simplement de validité. La vérité, si vous voulez, c'est un fait, alors que la validité, c'est un enchaînement d'informations qui sont cohérentes. C'est valide de dire que il y a un truc qui est connu avec Aristote, c'est ce qu'on appelle les syllogismes. Je vais essayer de vous retrouver. Tac, voilà. Donc, par exemple, un syllogisme, c'est tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça marche très bien. Et on peut dire que c'est valide, dans le sens où le raisonnement est logique. En effet, si tous les hommes sont mortels et qu'en plus on sait que Socrate, c'est un homme, ça veut dire que oui, en effet, Socrate est mortel. Mais est-ce que pour autant c'est la vérité? Eh bien, là, oui. On peut aussi dire que c'est la vérité. Parce qu'on sait qu'en effet, tous les hommes sont mortels et on sait que Socrate est un homme, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est aussi la vérité. Mais on peut avoir plein de syllogismes qui sont valides, parce que la logique est bonne, mais qui ne sont pas la vérité. Par exemple, tous les chats sont des chiens, et Bruno est un chien. Ça veut dire que Bruno est un chat. Bon ça c'est logique, en fait. Et au niveau du raisonnement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tous les chiens sont des chats? Non, on sait que c'est pas le cas. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est que si vous prenez un petit peu de recul dans vos quotidiens et dans la manière dont on a tendance à utiliser la logique, vous vous rendrez compte qu'on part du principe et qu'on utilise certains postulats qui ne sont pas vérifiés. Et il y en a beaucoup, en fait, qui ne sont pas vérifiés. Et donc, la logique n'est pas un gage de vérité. Notamment parce que la logique s'appuie sur quelque chose d'arrêté. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Il y a une maxime de Fontenelle qui dit « Assurons-nous du fait avant de nous inquiéter de la cause ». Mais le problème aujourd'hui, c'est que comment pouvons-nous nous assurer d'un fait, sachant que nous vivons dans un monde en perpétuel changement? Bon, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué. Et ce que j'aime beaucoup avec cette vision, c'est qu'on voit à quel point la vérité et la validité sont deux choses complètement différentes. Et la logique est indépendante de la réalité. Parce que elle ne peut pas elle est obligée de se figer. Donc elle en est forcément dissociée. Bref, je vais boire un petit peu d'eau et je vais enchaîner sur un autre truc à propos des intentions et des questions. Pourquoi, selon moi, c'est au lieu de poser des intentions dans l'univers, il faut plutôt poser des questions. Alors, ça c'est un truc dont j'ai pris conscience quand j'écrivais dans mon carnet justement. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique avec l'écriture, c'est que vous savez pas exactement où vous allez, mais petit à petit le sentier s'affine et vous avez des nouvelles réflexions. Et ça en a été une. Donc selon moi, les intentions, vous savez, c'est un truc dont on parle beaucoup, comme quoi il faut formuler des intentions, il faut dire, voilà, je veux faire de la visualisation pour atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre.
etc. Sauf que selon moi, ça comporte un problème qui est que tu ne laisses pas de place au doute et tu estimes dès le départ que tu sais où est-ce que tu dois aller. Et ça, pour moi, c'est faux. Contrairement à ce qu'on t'a fait croire, tu n'es pas censé savoir à l'avance vers où tu dois aller. Formuler une intention, c'est prétendre à l'avance connaître la destination. Et c'est là où je trouve que la question a un peu plus de pertinence à mon goût. À l'inverse, formuler une question, c'est avancer progressivement vers une nouvelle réflexion, en général plus juste. Et là, je finis, ça c'est inspiré donc de la newsletter que j'envoie là à midi. La raison est la force qui maintient l'inertie, mais en aucun cas le précurseur de celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, aujourd'hui, je crois profondément que donc cette capacité à être logique, cette capacité, comme disait Saint-Exupéry, à résoudre des problèmes, etc., elle est évidemment très importante et au cœur de nos vies. Et je pense que moi, j'ai une tendance naturelle à beaucoup l'utiliser d'ailleurs. Sauf que ce n'est pas par le prisme de la logique et de la raison que tu es censé déterminer dans quelle direction tu dois aller. Ça, c'est quelque chose, selon moi, que tu ne peux pas contrôler et qui t'arrive un petit peu dessus. Et une fois que tu t'es ouvert à ça et que t'as dit, OK, je comprends à peu près vers où on veut m'envoyer, bon bah bingo, là tu peux utiliser tout ce qu'on apprend dans le développement personnel et tous ces trucs pour faire en sorte d'arriver à bon port. Mais ce n'est pas toi qui choisis au départ la destination. Et c'est pour cette raison que c'est important de poser des questions, ouvertes pour avoir petit à petit des informations qui vont te renseigner sur la direction que tu dois emprunter. Mais tu ne peux pas à l'avance déterminer la destination. En fait, tu ne peux pas réduire la vie à un GPS qui connaît exactement toutes les... En fait, tu ne peux pas réduire la vie plus largement, à un algorithme qui estime et qui est capable de prendre en considération toutes les variables pour te proposer le chemin le plus adéquat. Ce n'est pas possible parce que nous vivons pas dans un monde où, en fait, à partir du moment où nous vivons dans un monde qui est en permanence évolution, nous ne pouvons plus raisonner uniquement sous le prisme de la logique. Ce n'est pas possible. Et ce serait une erreur presque de logique, j'ai envie de dire. Donc, voilà pourquoi j'estime que, au lieu de poser des intentions et de dire moi je veux devenir millionnaire, pose plutôt la question de ok, quel genre de business je pourrais lancer. Bon voilà une question sur laquelle petit à petit dans ton quotidien, si tu tends un peu l'oreille, t'ouvres les yeux, etc., tu peux avoir des idées qui vont venir à toi. Mais ça doit pas aller dans l'autre sens, selon moi. Ok, bon, ça c'était vraiment le point que j'estime être le plus important et je trouve ça fou de démontrer de manière, avec Aristote notamment, que en fait, bah la logique et c'est vraiment le truc par lequel on est gouverné quoi. Aujourd'hui, pareil, il en parlait, Antoine de Saint-Exupéry sur ça, comme quoi c'était un peu le problème de notre société aujourd'hui, c'est que bah, il faut se méfier de l'intelligence parce que on est un peu prisonnier de notre logique. On est devenu des stratèges et bah ça nous fait croire à des liens de causalité entre le passé et l'avenir, etc. Et donc bref, on a tendance à se tromper. Ok, deuxième idée, on va parler des 5 paradoxes autour de la vie. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore en ce moment et j'ai rencontré un gars qui fait des vidéos sur YouTube qui s'appelle Voyageur de la conscience, il me semble. Bavaro, Voyageur de la conscience. Bon, c'est quelqu'un qui... Je vais essayer de vous le retrouver. Ça prend 2 secondes. Voilà, c'est ça. Borvo, Voyageur de la conscience. Donc c'est quelqu'un qui évoque des sujets qui sont plutôt nouveaux hein, pour moi. Sortie de corps, rêve lucide, ce genre de choses. Des expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques. Et bref, je discutais avec ce gars et moi j'avais vraiment à cœur de comprendre un peu
qu'est-ce qu'il avait vécu dans ce genre de moment et qu'est-ce qu'il en avait retiré. Et bon, il arrive à peut-être pas des conclusions, mais en tout cas, il arrive à des réponses qui sont intéressantes, même troublantes. Et il m'expliquait, enfin moi je lui disais que je trouvais ça fou à quel point la vie était remplie de paradoxes, et il m'a dit bon bah ça c'est un des trucs, oui, quand je sors de corps, dont je prends conscience, à quel point il y a des sortes de paradoxes de partout qui font que c'est si difficile de se repérer et de comprendre. Par exemple, un paradoxe que je trouve, donc j'en ai 5 à vous partager. Le premier, c'est que pour devenir riche et pour rester riche, il ne faut pas faire du tout la même chose. Par exemple, pour gagner de l'argent, il faut savoir prendre des risques, être optimiste et se dépasser, entre autres. À l'inverse, pour garder son argent, il faut être humble, il faut minimiser les risques et mettre son ego de côté. Et c'est là où je me rends compte que plus je tente de comprendre le réel, plus je me retrouve face à une multitude de paradoxes qui sont difficiles à tenir dans un seul cerveau. Et ce qu'il faut bien comprendre avec les paradoxes, c'est que ce n'est pas à combattre ou à éliminer parce que le doute doit perdurer. Le doute doit perdurer. Et ça, c'est difficile parce que on a naturellement dans notre cerveau, quand on a tendance à raisonner, à essayer au maximum d'enlever le doute le plus possible pour maximiser nos chances de survie, entre autres. Et je pense que naturellement, moi, je me souviens qu'à un moment, j'avais une tendance, par exemple, à chercher le régime parfait pour savoir une fois pour toutes qu'est-ce que je devais manger, qu'est-ce qui correspondait à mon corps, et ciao basta, c'est bon en fait, j'arrête de me prendre la tête sur ça, et j'ai plus besoin de me questionner, je peux faire beaucoup d'économies d'énergie, de temps, etc. Bon, ça c'est illusoire, notamment parce que en fait le corps a besoin à différents moments de la journée, à différentes saisons et dans différentes phases, de nutriments et de choses qui sont différentes. Par exemple, le docteur Mouton, donc un médecin qui s'intéresse et qui parle beaucoup de nutrition, dit que dans l'idéal, il faudrait manger 200 variétés d'aliments par an. 200 variétés différentes pour vraiment nourrir correctement et avoir de la diversité dans notre flore intestinale, entre autres. Bon bah ça c'est compliqué à tenir hein, quand t'estimes que le régime parfait, enfin t'aspires à trouver le régime parfait, vas-y pour inclure les 200 variétés différentes. Donc bref, ça c'est aussi c'est une forme de paradoxe parce que ça ne sera jamais possible. Deuxième paradoxe que j'aime bien, c'est que plus tu t'instruis et plus tu te rends compte à quel point tu connais peu de choses. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, évidemment. Bon bah voilà, ça c'est encore une fois un paradoxe qui est difficile. Troisième paradoxe, paradoxe des réseaux sociaux, j'ai fait toute une vidéo YouTube sur le sujet. Plus tu es connecté au monde, et plus tu te sens seul. Paradoxal aussi. Quatrième paradoxe sur le succès que j'adore et qui peut parfois troubler, c'est une citation de Will Hamed qui dit « Success is being excited to go to work and being excited to come home ». Le succès, c'est être excité d'aller au travail et être excité de rentrer chez soi. Voilà, un paradoxe du succès, c'est que en fait, enfin, ou peut-être paradoxe du travail plutôt. Voilà, pour certains, ça peut paraître déconcertant et déstabilisant. Et dernier paradoxe, plus tu veux convaincre quelqu'un, moins tu y arrives. Et c'est fou de voir que quand vous regardez un petit peu autour de vous, il y a des paradoxes partout. Par exemple, autour du lâcher prise et du contrôle. Je parlais la semaine dernière, j'ai parlé du paradoxe du lâcher prise, comme quoi, pour être capable de lâcher prise, il fallait quand même avoir un minimum de contrôle, c'est-à-dire une prise. Mais pareil, pour être dans le contrôle, en fait, et pour l'être plutôt correctement, il faut avoir une forme de lâcher prise. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix, parce que même quand tu es dans le contrôle et que tu essayes de maximiser l'effet que tu as sur ton environnement, tu es quand même obligé d'être dans une forme de lâcher prise, parce qu'à partir du moment où tu nais sur Terre, tu es dans le lâcher prise. Tu ne pourras jamais tout contrôler, c'est pas possible. Donc bref, il y a des paradoxes dans tous les sens, et à mon avis, ce qui compte de développer et ce qui est vraiment important, c'est la capacité à jongler, à être à l'aise avec ce réel et ces paradoxes, même si naturellement notre cerveau va constamment vouloir, enfin je dis notre cerveau, mais ça se trouve c'est autre chose,
on va constamment vouloir essayer de remettre de l'ordre, de la structure et de figer les choses en disant ok ça c'est bon, je crois que j'ai compris, ça fonctionne comme ça et pas autrement. Et j'ai envie d'aller de vous lire cette citation de Hermann Hesse que j'aime bien, qui est tirée de son livre Demain, qui dit mais oui, on en revient finalement au besoin de créativité, d'art, de rire, de joie, de pleurs, d'amour, de tristesse. Tout ça, c'est Ablaska. Vivre. Je l'ai perdu par volonté de plaire pour garder une image du propre, du respectable, pardon, de l'homme rigoureux et fiable, mais rien n'est incompatible. Vivre. La retenue n'est que misère. Ça, c'est la phrase la plus importante pour moi. La retenue n'est que misère. Vivre, c'est aller bien plus loin que la recherche du bonheur. Il viendra ou non, mais en vivant, sans le chercher. Donc ça, c'est pareil, c'est une sorte de paradoxe à propos de la vie, c'est que on a du mal à tenir le paradoxe que, en fait, notre image de nous, par exemple, peut être différente en fonction des phases, en fonction des journées, que on peut vouloir aller vers une image du respectable, d'être quelqu'un de rigoureux, etc. Et donc que ça sous-entend que de l'autre côté, on peut pas s'accorder un peu de légèreté. Parce qu'il y a une forme de paradoxe qu'on a du mal à tenir, parce que on estime que ça manque de cohérence. Mais pourtant, c'est bien ça qui est important, et selon moi, ce vers quoi on peut essayer de tendre pour se rapprocher au mieux de ce qu'est la vie. Troisième idée, le sophisme du whisky. Le sophisme du whisky. J'aime bien son nom. Alors, ce sophisme, il doit son nom à un discours considéré comme l'un des plus astucieux de l'histoire de la politique américaine. Oui, messieurs. Entré dans l'histoire sous le nom du discours du whisky, il a été prononcé en 1952 par Noah Sweet, un législateur du Mississippi. Donc, en gros, au début, on voulait lui poser la question sur la sécheresse, pour savoir un peu, c'était quoi son avis, parce qu'il y a une loi qui venait de rentrer, machin. Et il a dit « Je n'avais pas l'intention de discuter sur ce sujet controversé à ce moment précis. » Mais comme il voulait pas qu'on pense qu'il fuyait la controverse, etc., il a dit « Au contraire, je prendrai position sur n'importe quelle question, à n'importe quel moment, quelle que soit la controverse. » Et donc, c'est ce qui va faire plus ou moins, parce qu'en fait, il a fait le contraire, mais de manière si magistrale que c'en est devenu un sophisme et tout le monde était un peu subjugué par cette rhétorique de qualité. Donc voilà le discours en résumé. On m'a demandé ce que je pensais du whisky. Si par whisky, vous entendez le breuvage du diable, le fléau du poison, le monstre sanglant qui souille l'innocence, détrône la raison, détruit le foyer, crée la misère et la pauvreté, oui, enlève littéralement le pain de la bouche des petits-enfants. Si vous entendez la boisson diabolique qui renverse l'homme et la femme chrétiens du sommet de la vie, droite et pleine de grâce à l'abîme sans fond de la dégradation, alors je suis certainement contre lui. Mais si par whisky, vous entendez l'huile de la conversation, le vin philosophique, la boisson qui permet à un homme de magnifier sa joie et son bonheur et d'oublier, ne serait-ce que pour un moment, les grandes tragédies, les douleurs et les chagrins de la vie, dont la vente déverse dans nos trésors d'innombrables millions de dollars, qui sont utilisés pour soigner tendrement nos petits-enfants infirmes, alors je suis certainement en faveur de cette boisson. Et il conclut en disant « Telle est ma position, je ne dévierai pas, je ne ferai pas de compromis. » Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un sophisme parce qu'en fait, il ne donne absolument pas son avis. Ce que fait notre cher ami, Noah Sweet, c'est que il clarifie certaines choses, et il en clarifie d'ailleurs beaucoup, mais il ne précise pas sa position. Et ça, c'est une tactique courante en politique, c'est de donner une réponse à une question qui dépend du point de vue de l'auteur de la question, et qui utilise des mots à forte connotation. Il s'agit d'un sophisme qui semble soutenir les deux côtés d'une question et qui est utilisé pour cacher l'absence de position, ou pour esquiver les positions difficiles. Et c'est assez stylé. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans les sophismes parce que c'est une sorte de malice, un peu de l'intelligence qui vise à convaincre et qui, selon moi, a beaucoup de sens. Et il y a un autre sophisme dont j'avais envie de parler, c'était le principe du faux dilemme. Le
principe du faux dilemme, c'est simple, c'est de dire que parce que tu n'es pas pour l'OM, alors tu es pour le PSG. En fait, non. C'est comme si on disait que le contraire de noir c'était blanc. Non, le contraire de noir c'est tout ce qui n'est pas noir. Et donc ne pas être pour l'OM, c'est être pour tout sauf un. Ce n'est pas forcément être pour le PSG. Ça veut juste dire ne pas soutenir l'OM. Et donc, on part du principe qu'il y a une sorte de dilemme et qu'on est censé opposer l'une avec l'autre, alors que genre, c'est pas parce que tu n'aimes pas A que t'es forcément pour B. Il y a aussi C, D, E, F, G, H, machin, tous ces trucs. Donc, attention à faire, à ne pas tomber dans ces sophismes, que ça soit enfin, je sais pas, si vous rentrez dans un débat avec des amis, etc., peut-être que on peut vous tendre le piège et vous faire dire des trucs ou vous faire penser des choses qui ne sont pas vraies, ou même peut-être que vous pouvez avoir tendance à tomber dans ce piège, par exemple quand vous écoutez des représentants politiques. Quatrième idée, le nouveau problème du business en ligne. Je sais plus si c'était hier ou... Non, c'était avant-hier. Hier ou avant-hier? Ah, je sais plus. Je crois que c'était avant-hier. Oh là là, mais c'est quoi cette notion du temps là? Non, ça devait être non, ça devait être avant-hier. Waouh. Avant-hier, j'étais au téléphone avec une pote qui s'appelle Anaïs et qui travaille en ligne. Elle est coach en psychosomatique. Très intéressant d'ailleurs, c'est une fille vraiment brillante et il est fou de comprendre les liens qui unissent le corps, l'esprit, l'émotionnel, tout ça et à quel point en fait le corps n'oublie rien et se souvient un peu de tout ce qu'il a vécu, que ça soit physique, une blessure par exemple, mais aussi émotionnel. Bref, et on parlait un peu de nos situations respectives et moi je lui faisais part un peu d'une forme de problématique, en tout cas quelque chose que je rencontrais et que je voyais de plus en plus à propos des gens qui travaillaient en ligne et de manière générale qui faisaient du business en ligne, c'est que on est face à un problème au niveau du lien social, du sentiment de tribu, d'union, de sens, etc. Et elle me livrait que, en fait, parfois, ça lui manquait son ancien job de serveuse parce qu'elle elle était tout le temps debout, en train de marcher, au contact des gens, dans le service, et que le sens était clair et face à elle, quoi. Oh, ok, c'est trop bien. Enfin, les gens ont envie de passer un bon moment et je suis là pour y contribuer et pour les aider à se réunir et à boire une bonne bière, quoi. Et c'est vrai que avec l'explosion d'internet et la possibilité aujourd'hui de travailler de chez soi, derrière un ordinateur, d'être en indépendant, etc. Enfin, c'est devenu mine de rien assez accessible, hein, parce que il suffit d'un ordi, d'une connexion internet et c'est parti. En 3 mois, tu peux apprendre une compétence, comme par exemple le montage vidéo, le graphisme, et tu peux trouver des gens qui sont prêts à te payer pour ça et même avec plaisir et qui seront très satisfaits, hein. Moi perso, j'ai commencé comme ça au début. Mm. Pour ceux qui ne savent pas, je faisais du montage vidéo en freelance et j'ai appris en autodidacte tout seul sur YouTube et le youtubeur en question était très content. Et donc il y a une aspiration et une envie pour beaucoup d'entre nous à monter un business en ligne, à faire un business en ligne, on entend ce que vous voulez, hein. Ça peut être freelance, ça peut être e-commerce, ça peut créer un SaaS, ça peut être juste travailler de chez soi et faire, je sais pas, des consultations en visio, bref. Vous êtes médecin, vous pouvez travailler, enfin, tu peux être médecin et avoir une forme de business en ligne parce que tu fais tous les jours que des consultations en visio. Et ça attire. Ça attire beaucoup, hein, parce que y a beaucoup d'indépendance. On peut travailler quand on veut, d'où on veut. En général, on peut gagner pas mal d'argent, etc. Sauf que j'ai l'impression que on voulait la liberté au départ, mais on se rend compte que on a quand même perdu quelque chose. Et s'il y a bien un truc qui est puissant et qu'on va chercher quand on va à l'école, par exemple, ou au lycée, pour ceux qui ont connu, la fac, j'espère quand même, ou encore une entreprise.
Ce qu'on va chercher avant tout et ce qui nous excite à l'idée d'y aller, c'est de retrouver les gens qui font la même chose que nous, hein. C'est de retrouver les collègues, c'est de retrouver de l'humain, c'est de retrouver de la connexion, c'est de retrouver les moments de rire, les moments de partage. Parce que je suis quand même persuadé que c'est peut-être la plus belle chose qu'il y a dans la vie, ou en tout cas une des plus belles. Et quand on est indépendant, quand on travaille en ligne derrière son ordi toute la journée, en fait on perd ça. On perd ça en grande partie, et c'est difficile de le retrouver parce que bah déjà c'est notre projet, c'est pas forcément celui des autres. Donc on veut bien partager des moments, mais on sait bien que ça repose sur nous. Et ensuite on perd le sentiment d'appartenance. On n'a plus vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand, qui soit par exemple, je sais pas. En fait, quand t'es au lycée avec tes potes et que vous avez 2 heures de français et que c'est super chiant, bon bah c'est super chiant, mais t'es pas tout seul. Et vous êtes tous en train de subir cette situation, et au final, vous êtes capable d'en rire. Et c'est marrant parce qu'à un moment, j'ai eu un peu de mépris sur le mois d'avant, qui vivait de manière peut-être un peu inconsciente, dans le sens où je sais pas, je me prenais pas trop la tête en fait. Je suivais le cours de la vie, et j'essayais de la vivre du mieux possible. Et j'ai méprisé ça parce que j'avais l'impression que c'était dommage. J'aurais pu faire beaucoup plus, beaucoup mieux en termes de, je sais pas, de métriques financières, d'utilisation de mon temps, je sais pas, j'aurais pu faire des pompes dans ma chambre pour me muscler plus rapidement, tous ces trucs. Mais je sais pas, enfin à cette époque, je m'en foutais complètement et j'y pensais jamais. Et pourtant, je crois que j'étais beaucoup plus dans une forme de flow de la vie, notamment parce que j'étais connecté avec les autres. Et, euh, et ça, on est quand même assez fortement en train de le perdre aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment envie de le retrouver davantage. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement comment me positionner par rapport à ça. Parce qu'il y a toujours des trade-offs qui sont compliqués à faire. Et il y a un truc que j'ai remarqué en ce moment, c'est que hier, donc on était dimanche, j'ai voulu aller taffer dans un café, comme d'hab. Et en fait, enfin là à Lyon en l'occurrence, tous les cafés quasiment sont blindés. Mais vraiment blindés de chez blindés. Donc là déjà j'y ai vu, j'ai vu un problème entre l'offre et la demande. Je me suis dit bon bah il faut ouvrir des cafés en fait. C'est le business du futur. Mais c'est drôle de voir à quel point de plus en plus les gens, notamment parce qu'on est beaucoup à travailler sur Internet, vont dans des cafés pour le faire, parce que ils ont besoin de se sentir un petit peu entourés, de se sentir connectés. Moi, ce que j'adore, c'est bon bah là juste à côté il y a un café. Je vais retrouver Diego en fait. Et j'arrive, il est là, il me serre la main et on discute 2 minutes. Et c'est ça en fait que vraiment j'apprécie et qui me fait du bien, c'est cette connexion, ce partage. Et limite le moment où je suis derrière l'ordi tout seul à taffer pendant 2 heures, il y a plein de moments où ça m'excite, ça me remplit. Et j'adore, mais il y a plein de moments aussi où je sens qu'il pourrait manquer quelque chose. Donc voilà, ça c'est en fait le problème du business en ligne, c'est de vous faire croire que la liberté, c'est d'être indépendant. Voilà, je pense que c'est ça le vrai message. Enfin, pour moi, la vraie liberté, c'est davantage l'interdépendance. Et ce n'est pas parce que tu es lié aux autres que tu n'es pas libre. Ce n'est pas parce que tu es père et que tu as un fils que tu n'es pas libre. Au contraire, ça offre des perspectives de liberté qui sont, même si on aurait l'impression d'avoir plus de contraintes, etc., mais c'est une forme de liberté qui est immense. Immense, immense, immense. Parce que la responsabilité, c'est la liberté. Et c'est là, avec le virtuel, où on perd beaucoup de choses. Donc, bref, je ne sais pas exactement comment me positionner actuellement par rapport à ça, mais c'est vrai que je sens depuis que je suis arrivé en ville, je sens un manque par rapport à ça. Et donc, je vais poser quelques questions pour savoir vers quoi m'orienter. Mais c'est sûrement aussi l'envie qui fait que j'ai envie de reprendre mes études,
pour retrouver ce contexte de partage et de lien avec les autres en fait. Et c'est ça aussi, c'est que dans ma situation qui est de faire des vidéos, des podcasts, etc., j'ai presque, même de lire des livres, etc., j'ai l'impression de théoriser sur la vie, d'y réfléchir beaucoup, mais au final, d'avoir moins de moments véritables, enfin, pas véritables, mais moins de moments de vie, d'une certaine manière. C'est comme si constamment prendre du recul sur la vie m'empêchait véritablement de la vivre. Et c'est comme dit Camus, il y a un temps pour vivre, un temps pour témoigner de vivre. Je ne veux pas que ma vie se résume à témoigner de vivre. Et je veux aussi vivre parfois peut-être de manière inconsciente, sans forcément faire des actes des actes débiles, pas du tout. Mais voilà, c'est un truc qui me parle en ce moment. Je vais finir avec les recommandations de la semaine et c'est à peu près tout, il me semble. Alors bougez pas, j'ai 3 recommandations pour vous. Je l'ai écrit dans ma newsletter, mais j'arrive pas à la retrouver parce qu'elle est programmée pour partir à 11h pile pour respecter l'horaire. Alors, ouais, le premier truc, c'est The Truman Show. Bon, peut-être que la plupart d'entre vous connaissent, c'est un grand classique du cinéma que j'ai découvert seulement cette semaine, j'avoue. Et c'est vraiment stylé. Le personnage principal, Truman, vit dans une série télévisée depuis qu'il est né. Mais voilà qu'un jour, quelque chose va changer. Et je recommande de lire à nouveau la citation de Hermann Hesse après son visionnage, qui parle justement de la retenue n'est que misère. Et en fait, The Truman Show, c'est un peu un mec qui est retenu depuis toujours. Bon, bref. Je vous mettrai les liens en... de toute façon, abonnez-vous à la newsletter. Il y a aussi, j'en avais déjà parlé, l'horreur existentielle de l'usine à Trombol, la vidéo d'Ego, et un article écrit par Romain Bouvet, qui est neuroscientifique, qui a écrit 7 principes de psychologie pour augmenter vos ventes. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc je vous le recommande, ça sera en lien dans la bio. Et je tiens à le rappeler une dernière fois, le mentorat, il y a 4 places de dispo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec certains d'entre vous un peu plus en profondeur et d'être vraiment dans cet accompagnement pour vous guider au mieux. C'est à peu près tout pour l'épisode 36. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésite pas à envoyer les 5 étoiles, un peu plus court. J'avais moins d'inspi, moins de choses à dire, mais c'est pas grave. On se voit la semaine prochaine. C'était Dali. Ciao!